Souveraineté et ouverture au monde. Un paradoxe trompeur. Oui, souveraineté et ouverture au monde. Un paradoxe trompeur. Un leader souverainiste peut-il dialoguer avec ses adversaires sans trahir ses idéaux? Est-ce que la présence officielle d'un cadre du PPACI, parti souverainiste, à une cérémonie officielle de l'ambassade de France serait trahir la ligne de ce parti? Question. Est-ce que souveraineté et ouverture font bon ménage? Est-ce que être souverainiste, c'est rejeter tout contact? Chers amis, bonjour. Germain Siwe. Explorons ensemble les limites entre diplomatie stratégique et compromission politique. Ensemble. La souveraineté nationale ne signifie pas, je veux dire, isolement, ni hostilité permanente à l'égard des autres États. Être souverainiste, c'est revendiquer le droit fondamental, le droit non négociable d'un peuple à décider librement de son destin sans tutelle extérieure. Mais cela n'interdit nullement les relations diplomatiques, économiques ou même personnelles avec d'autres pays, y compris ceux considérés comme dominants ou impérialistes. Chers amis, dans un monde interconnecté, aucun pays ne peut vivre replié sur lui-même, ne peut vivre en vase clos. Refuser la soumission n'est pas refuser la coopération. Oui, un chef d'État ou un leader politique souverainiste peut donc, sans contradiction, commercer, dialoguer, sourire ou échanger avec d'autres gouvernants, avec d'autres gouvernements. Il n'est pas obligé de bouder ou de diaboliser systématiquement ses interlocuteurs sous prétexte qu'ils incarnent un ordre, je veux dire, international jugé oppressant. La fermeté n'est pas l'arrogance. La fermeté n'est pas l'arrogance. Et la fidélité à un idéal n'exclut pas la diplomatie, n'exclut pas le dialogue. Chers amis, certains observateurs pressés aux analyses sommaires vont jusqu'à accuser de trahison un responsable politique simplement aperçu en train de plaisanter ou de rire avec un adversaire lors d'un sommet, lors d'une cérémonie solennelle. Mais la scène politique n'est pas une pièce de théâtre figée. Non. Le professeur Hubert Oulaye, deuxième vice-président du PPACI, le professeur Sébastien Dano-Djedje, président exécutif du PPACI, ou encore le docteur Justin Katina Kone, président du conseil stratégique et politique du PPACI, par exemple, ou même un autre cadre du parti, peut rire, plaisanter lors d'une rencontre avec un diplomate français ou un cadre du RHDP sans projet malsain, sans forcément projet malsain. Parce que la cordialité n'est pas synonyme de compromission. Parce que la cordialité n'est pas synonyme de compromission. L'échange, même symbolique, peut être stratégique. La souveraineté ne s'exprime pas dans le refus de toute interaction, mais dans la capacité à décider soi-même
avec qui dialoguer, dans quelles conditions et pour quels bénéfices pour son peuple. Chers amis, de même un parti souverainiste dans l'opposition, encore dans l'opposition, même idéologiquement opposé à une puissance impérialiste, c'est-à-dire une puissance perçue comme dominante ou intrusive, ce parti peut parfaitement négocier des partenariats ou des échanges sans renier ses principes. Il s'agit alors de coopération pragmatique non idéologique. Chers amis, voici 3 exemples emblématiques de grandes puissances opposées idéologiquement, mais qui entretiennent des relations commerciales, je l'ai dit, intenses. 3 exemples. Premièrement, États-Unis-Chine. États-Unis-Chine. L'opposition idéologique, c'est que d'un côté, on observe un capitalisme libéral, démocratique, contre de l'autre, une économie des marchés socialistes. Les relations commerciales sont sans complexe. Sans complexe. Malgré les tensions géopolitiques, les États-Unis et la Chine sont les 2 grandes puissances, les 2 premières économies mondiales, avec des échanges, je l'ai dit, bilatéraux, s'élevant à plus de 600 milliards de dollars par an. La Chine est l'un des principaux créanciers des États-Unis et leur principal fournisseur de biens manufacturés. Chers amis, le paradoxe se trouve au niveau de la rivalité stratégique croissante à propos de Taïwan, à propos de l'espionnage et à propos de la technologie. Mais ces 2 pays connaissent une interdépendance économique. Deuxième exemple, Union européenne, Arabie Saoudite. Union européenne, Arabie Saoudite. Chers amis, l'opposition idéologique est la suivante. D'un côté, on a une démocratie libérale occidentale et de l'autre, on a une monarchie absolue fondée sur la charia. Les relations commerciales sont les suivantes. L'Union européenne est un des premiers clients du pétrole saoudien, tandis que l'Arabie saoudite importe des technologies, des armes, des véhicules et des services européens. Chers amis, le paradoxe réside où? Il réside dans les divergences sur les droits humains. Sur les droits humains. Mais la coopération énergétique et les investissements sont croisés, sont permanents. Troisième exemple. Inde-Russie. Relation Inde-Russie. L'opposition idéologique est partielle. L'opposition idéologique est partielle. D'un côté, nous avons une démocratie parlementaire pluraliste et de l'autre, on a un régime centralisé et une économie des marchés sociaux. Les relations commerciales portent sur la coopération militaire et énergétique intense. Depuis la guerre en Ukraine, l'Inde est devenue un des principaux acheteurs du pétrole russe à prix réduit, malgré les sanctions occidentales. Chers amis, le paradoxe est que l'Inde se rapproche des États-Unis dans des alliances stratégiques tout en restant un partenaire majeur de la Russie. Parce que l'Inde et les États-Unis sont membres du GAD, sont membres du CAD,
qui est un outil du dialogue géopolitique, qui est un groupe de coopération stratégique informelle, je veux dire composé des États-Unis, du Japon, de l'Inde, de l'Australie, dans la région Indo-Pacifique, pour contrer qui? Pour contrer l'influence croissante de la Chine. Chers amis, ces exemples-là montrent que les intérêts économiques et stratégiques peuvent l'emporter sur les divergences idéologiques, ce qui montre la complexité des relations internationales modernes. Oui, chers amis, nous pouvons dire, ce que nous pouvons retenir, c'est que la souveraineté véritable ne s'effarouche pas des contacts. Elle ne redoute pas les échanges, les relations extérieures. Elle s'affirme dans la liberté de choix, y compris celui d'accepter les invitations diplomatiques ou de dialoguer avec un opposant. Chers amis, la frontière entre compromission et ouverture se situe dans l'intention et les actes, non pas dans la simple image publique. Non, seul le peuple lucide et informé peut juger. Je m'en vous salue.